Bonjour, bonjour. Alors, après deux capsules sur l'éthique, j'ai eu envie d'en faire une sur l'épistémologie. En fait, une petite série de capsules en philosophie de la connaissance. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Alain Sokal et Jean Bricmont, ce sont deux physiciens qui sont connus notamment pour leur critique de ce que sont devenus aujourd'hui les sciences sociales, hein, qui sont par ailleurs largement critiquées par beaucoup d'autres gens. Sokal et Bricmont ont écrit un ouvrage, Les impostures intellectuelles, dans lequel ils dénoncent ce qu'on appelle communément le postmodernisme. Je vais consacrer quelques capsules à un chapitre en particulier de cet ouvrage-là. Le chapitre s'intitule Le relativisme cognitif en philosophie des sciences. Et pour ma première capsule sur ce sujet-là, je vais justement définir ce qu'est le relativisme et son opposé, le réalisme. Alors attention, le mot réalisme, c'est le concept de réalisme, on l'utilise assez communément dans la vie de tous les jours, mais pas du tout au sens que prend ce mot-là dans le contexte de la philosophie de la connaissance. Dans la vie de tous les jours, on va qualifier de réaliste une personne qui regarde la vérité en face, même quand elle est déplaisante. Hein. Quelqu'un qui évite de se faire des illusions positives, qui tient compte de la réalité. Et aussi, c'est quelqu'un qui va briser les illusions positives des autres. En fait, quelqu'un qui est réaliste, on peut avoir envie de dire qu'il est pessimiste parfois, même si, de son point de vue, justement, si vous lui dites qu'il est pessimiste, il y a des chances qu'il vous réponde non, je ne suis pas pessimiste, je suis simplement réaliste. On utilise aussi communément le mot réaliste pour qualifier une peinture ou un dessin. Alors là, je ne parle pas du courant, le réalisme, je ne connais absolument rien à l'art visuel, mais simplement monsieur, madame, tout le monde en voyant un dessin ou une peinture, admettons, d'une femme qui ressemble à une vraie femme par les membres, les proportions, la couleur de la peau, des cheveux, des yeux, on va dire que le dessin est réaliste. En philosophie de la connaissance, le concept de réalisme, excuse-moi Croque-Mitaine, bon, Croque-Mitaine voulait être dans la vidéo, on dirait, l'autre fois c'était Philibelle, aujourd'hui c'est Croque-Mitaine. Alors, en philosophie de la connaissance, qu'est-ce que c'est le réalisme? C'est une position selon laquelle, premièrement, il existe une réalité objective. Et deuxièmement, on est capable de la connaître partiellement. Tiens, Croque-Mitaine, je vais profiter de ta présence. Croque-Mitaine existe objectivement. Je la vois, vous la voyez, et on est capable de savoir en partie comment est Croque-Mitaine. Bon, ça, vous le savez pas, mais moi, je peux vous dire que sa fourrure est très douce. Beaucoup plus que celle de mes autres chats. Bon, passons. Tu me déconcentres, Croque-Mitaine. Oui, ma belle. Alors, donc, pour en revenir au réalisme, je reprends. Il existe une réalité objective et on est capable de la connaître partiellement et donc d'arriver à des énoncés vrais. Par exemple, Croque-Mitaine a une fourrure. C'est un énoncé qui est vrai. Ça correspond à la réalité. Le relativisme, par opposition, consiste à dire
qu'il n'existe pas de vérité objective. Il existe seulement des perceptions subjectives. Ce qui fait en sorte que la vérité, elle est relative à chacun. Elle est relative aux individus et aux communautés, d'où l'appellation relativisme. Alors, je vous lance une question. D'après vous, est-ce que la science est réaliste ou relativiste? Pensez-y pendant quelques secondes. Qu'est-ce que c'est, la science? C'est une méthode rationnelle et empirique par laquelle on cherche à acquérir des connaissances sur le monde dans lequel on vit. Si on partait d'une position relativiste, c'est-à-dire on part de l'hypothèse qu'il n'existe pas de réalité objective, ou à tout le moins on nie la possibilité d'une connaissance objective. Est-ce que ce serait utile de faire de la science si on admettait ça? Non. Il y a plusieurs partis pris philosophiques à la base même de la science et le réalisme en fait partie. C'en est un. À ça, certains ont envie d'objecter que les scientifiques, ils font des erreurs parfois. La science, ça évolue avec le temps. C'est pas figé, la science. Il y a des choses que les scientifiques ont tenues pour vraies par le passé et qui sont aujourd'hui considérées comme fausses par les scientifiques. De nos jours encore, il y a des désaccords entre scientifiques d'une même discipline. Tout ça, c'est juste. Mais ce n'est pas une objection à l'affirmation que la science est réaliste. Souvenez-vous que le réalisme, ça consiste à dire que la vérité objective existe et qu'on est capable de la connaître en partie. D'un point de vue scientifique, on peut connaître partiellement le monde dans lequel on vit. On y arrive notamment par l'expérience. Non, la méthode empirique ne permet pas d'éviter les erreurs. Par contre, en continuant de l'utiliser de façon rigoureuse, on peut éventuellement corriger les erreurs qui sont faites. Et avec une méthode rigoureuse, on peut aussi envisager la possibilité de régler un jour les désaccords au moyen d'indices, les désaccords qu'il peut y avoir entre scientifiques d'une même discipline. On peut envisager la possibilité de les régler au moyen d'indices empiriques nouveaux. Et pour poursuivre avec la même objection, il serait juste de dire qu'il n'y a pas de certitude en science. La méthode empirique permet d'établir des probabilités parfois très fortes, mais puisque l'expérience humaine est faillible et toujours partielle, la méthode empirique, elle ne permet pas d'obtenir des certitudes. Mais ce serait une erreur d'en conclure que la science est subjective. L'objectivité, c'est une chose, la certitude, c'en est une autre. La subjectivité, c'est une chose et l'incertitude en est une autre. On a tendance à confondre subjectivité et incertitude, probablement parce que l'une et l'autre donnent lieu à des opinions variées. Mais pour bien se figurer la différence entre les deux, on pourrait prendre un exemple de question à laquelle la réponse est subjective et comparer ensuite avec un exemple de question dont la réponse est incertaine, mais pas subjective.
qu'est-ce qui a meilleur goût? Les pommes spartanes ou les Mirabelles? Personnellement, j'aime mieux les pommes spartanes. Mais ni moi ni personne ne peut prétendre donner une réponse objectivement valable à cette question-là, parce que ça dépend de la perception de chacun quand il mange de ces fruits-là. Maintenant, on est dans une période de pandémie, alors parlons-en. Est-ce que d'autres animaux peuvent être affectés par le coronavirus qui donne la COVID-19 aux êtres humains? On s'en fait particulièrement quant à savoir est-ce que nos chats, nos chiens, nos animaux de compagnie ou les animaux qu'on risque de croiser, est-ce qu'ils peuvent être dangereux pour nous, puis est-ce qu'on peut mettre nos animaux en danger? Bien, selon le dernier avis que moi j'ai lu de l'Ordre des vétérinaires, on ne sait pas si d'autres espèces peuvent être affectées par le même virus. On a tendance à plutôt dire que non, mais on fait des recommandations aux gens en ce qui concerne leurs chats et leurs chiens, compte tenu qu'un virus peut survivre un certain temps sur n'importe quelle surface, y compris sur la fourrure d'un animal. Mais probablement qu'à ce stade-ci, si on interrogeait plusieurs microbiologistes et plusieurs vétérinaires, on obtiendrait des réponses qui diffèrent quelque peu de l'un à l'autre et que chacun d'eux garderait certaines réserves en donnant sa réponse. Mais dans ce cas-ci, si on a des réserves, ce n'est pas parce que la perception des autres est vraisemblablement différente. On garde des réserves en attendant des résultats empiriques qui permettraient de trancher la question. C'est pas l'expérience subjective de chacun qui permet de répondre. Ce sont des éléments objectifs, qu'ils aient ou non été trouvés. Dans une prochaine capsule, j'essaierai de résumer la défense de Sokal et Bricmont du réalisme et leur rejet du relativisme.